Bonjour. Donc, on est au troisième chapitre du livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Quatrième section, objectifs et gouvernance de la firme. Cette section, je l'ai introduite parce que la comptabilité ou l'information financière doit être en conformité avec certaines règles juridiques liées à la société, liées à la firme, à l'entreprise. Et ces règles concernent principalement des décisions ou la politique de l'entreprise qui sont les décisions financières à long terme, la décision d'investissement, la décision de financement principalement. Et on a vu cette relation qui existe entre le marché financier et l'entreprise. L'entreprise a besoin de financement, elle s'adresse au marché financier et c'est une décision d'investissement qui a abouti à une décision de financement. Elle émet un titre, des actions pour augmenter le capital et des obligations pour avoir un crédit obligataire. Et sur le marché financier, il n'y a pas des financiers, il y a des investisseurs, c'est des particuliers, principalement des ménages ou bien des sociétés d'investissement qui achètent ces titres financiers, c'est-à-dire qui investissent sur le marché financier. Et là, vous voyez que la décision de financement de l'entreprise s'est transformée en décision d'investissement pour des particuliers ou des entreprises ou des sociétés d'investissement sur le marché financier. Elle s'est transformée en décision d'investissement et les relations étroites absentes, on a vu que les absentes, pratiquement absentes sur le marché ou la bourse de valeurs mobilières de Tunis. La décision d'investissement. Les décisions d'investir sont budgétisées sous la rubrique CAPEX, Capital Expenditure. Les grandes firmes cotées en bourse publient annuellement une liste des actifs à acquérir, qu'ils soient tangibles ou intangibles, comme la recherche et développement. La décision de financement. L'entreprise peut soit emprunter de l'argent ou demander aux actionnaires d'effectuer une augmentation de capital par l'émission de nouvelles actions. Dans le premier cas, la firme reçoit du cash, des obligataires ou des banques en contrepartie d'un engagement de payer le principal et les intérêts ou coupons en cas d'emprunt obligataire. Dans le second cas, la firme reçoit du cash en contrepartie des actions qui comportent un droit sur les bénéfices futurs de l'entreprise. Le choix entre l'un ou l'autre mode de financement s'appelle décision de structure de capital. Les éventualités de financement offertes à l'entreprise sont très larges. La firme emprunta tel auprès d'une banque ou par l'émission d'un emprunt obligataire. Quelle est la durée adéquate de cet emprunt? Sur quelle place financière l'emprunt sera fait? L'entreprise lève des fonds propres de deux manières, soit en émettant de nouvelles actions contre du cash, soit en réinvestissant les bénéfices des actionnaires existants. Dans le cas où la firme décide de ne pas investir ses bénéfices, elle a le choix entre l'inscription contre réserve et ou la distribution des dividendes. Cette décision s'appelle la décision de distribution de dividendes. Notons toutefois que la décision d'investissement est plus importante que la décision de financement. La valeur boursière des entreprises cotées en bourse augmente grâce à des bonnes décisions d'investir dans des actifs, même la recherche et développement, qui peuvent générer des bénéfices futurs. La décision de financement n'a que peu d'impact sur la valeur de l'entreprise. Et toujours, on revient sur cette notion de valeur de l'entreprise. C'est la mission de l'entreprise, c'est la foi de l'entreprise, c'est sa valeur, combien elle vaut. Parce que ceux qui ont créé cette entreprise, ils ont créé une valeur.
et cette valeur doit augmenter. Qu'est-ce qu'une entreprise en fait? Ou société? Une entreprise ou société est une entité légale, personne morale, dont les actionnaires sont les propriétaires. Cette personnalité lui donne le pouvoir de faire des contrats, faire des affaires, emprunter et prêter de l'argent, fusionner avec d'autres sociétés, payer des taxes et ne pas voter. Parce que ne pas voter ici, parce que certes, l'entreprise est une personnalité morale, mais on voit pas une entreprise qui se déplace pour aller voter. Les actionnaires possèdent des actions. Leur personnalité est distincte de celle de la société et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Ils ne sont pas responsables des dettes de la société. Ils peuvent perdre la totalité de leur investissement dans l'entreprise, mais pas plus. Lors de sa création, l'entreprise est détenue dans la majorité des cas par un petit groupe d'actionnaires, mais au fur et à mesure que son business se développe, elle peut être cotée en bourse. Dans ce cas, les actions sont publiquement négociées sur le marché financier qui fixera la valeur de ces actions et par conséquent la valeur du marché de la firme. Le nombre très important d'actionnaires ne donne pas la possibilité à ceux-ci de gérer la société. Ils désigneront des gestionnaires qui feront le travail. Cette opération entre la propriété et le contrôle peut parfois créer des conflits d'intérêts entre les deux groupes. Le rôle du directeur financier est l'opportunité du capital. Le directeur financier est un personnage clé du management de l'entreprise. Les sociétés américaines cotées en bourse le nomment CFO, Chief Financial Officer. Il est souvent la voix externe de la firme. C'est lui qui explique aux médias les revenus, résultats et prévisions aux investisseurs. Sous sa direction, il y a le trésorier et le contrôleur. Le premier s'occupe de la trésorerie et des banques et le deuxième a en charge tous les aspects comptables et fiscaux. Les principales tâches du directeur financier consistent à assurer l'acheminement des flux d'argent des investisseurs aux entreprises et puis de celles-ci à nouveau aux investisseurs. Dans la première phase, il s'agit de lever les capitaux des banques ou du marché financier, actions et ou obligations. Ensuite, il assure l'investissement de cet argent dans des actifs avec l'aide des ingénieurs. Une fois l'entreprise fait du business, elle génère du cash qui est retourné aux investisseurs sous différentes formes. S'il s'agit d'un emprunt bancaire, l'argent retournera sous forme de remboursement du principal et de paiement des intérêts. S'il s'agit d'une action, l'argent retournera à l'investisseur sous forme de paiement de dividendes. S'il s'agit d'une obligation, l'argent va retourner sous forme de paiement de coupons et de remboursement du principal. Toutefois, la firme peut décider de retenir cet argent pour la réinvestir à nouveau. Le directeur financier est au milieu entre les décideurs de l'entreprise afin de choisir l'investissement opportun et de fournir le financement adéquat d'un côté, et il est l'interlocuteur avec les investisseurs, banques, actionnaires, obligataires, etc. d'un autre côté. L'entreprise investit dans des actifs réels. Le directeur financier peut décider de ne pas investir dans le projet. Dans ce cas, la firme peut distribuer un extra dividende aux actionnaires. Il agit souvent pour les intérêts des propriétaires, voire les actionnaires de l'entreprise. Si l'investissement procure un rendement supérieur à celui du marché financier, les actionnaires accepteront de renoncer aux dividendes afin de réinvestir les bénéfices. Mais si l'investissement donne un rendement inférieur à celui que les actionnaires peuvent obtenir en investissant par eux-mêmes sur le marché financier, ils peuvent refuser l'investissement dans l'entreprise et demander des dividendes qu'ils réinvestiront dans l'achat d'autres titres sur le marché boursier. Voilà, ça c'est un principe financier très important de décision d'investissement dans la bourse, le marché financier par
l'investisseur sur le marché financier. Donc, si tu lui donnes un rendement supérieur au rendement fixe des obligations d'un emprunt à intérêt fixe, si tu lui dis voilà le rendement dans l'achat de cette action de cette entreprise est supérieur, il va accepter de ne pas recevoir des dividendes. Il va dire, je vais investir et continuer d'investir dans cette entreprise qui réalise des bénéfices énormes, supérieurs aux bénéfices réalisés, aux intérêts réalisés par l'achat d'une obligation à taux fixe du Trésor public, par exemple. Il va continuer à patienter pour avoir des rendements futurs supérieurs au rendement fixe et il acceptera et il renonce à son droit d'avoir un dividende. Il va attendre parce qu'il croit à cette entreprise et à son rendement meilleur que le rendement fixe. Ce taux de rendement minimum demandé par les actionnaires est appelé taux de rendement minimal ou coût de capital. Tant que l'entreprise réinvestit ses bénéfices dans de nouveaux projets, les actionnaires perdent l'opportunité d'investir sur le marché financier. Mais tant que ce coût de capital est supérieur au taux de rendement offert par le marché financier, les actionnaires accepteront de renoncer aux dividendes. Notons que le coût du capital est une fonction croissante du risque encouru. Plus le projet est risqué et plus le rendement est élevé. Notons aussi que ce coût est différent du taux d'intérêt. Le taux de rendement est supérieur au coût de capital. Voilà. Ici, on a introduit la notion du coût de capital. Comment, donc, la décision d'investissement sur le marché financier et la réalité de l'entreprise, la réalité d'investissement de l'entreprise crée ce coût sur le marché et c'est un coût qui n'est pas publié. Tu ne vas pas sur un marché financier, tu vas dire quel est le coût de capital dans ce marché. Ça n'existe pas, donc c'est un coût qui est calculé par les investisseurs, les sociétés d'investissement et les banques d'affaires et les investisseurs de façon générale. Et on va consacrer un chapitre entier à cette notion de coût de capital. C'est un chapitre très connu dans la finance d'entreprise, dans l'étude de la théorie financière. Tous les livres pratiquement consacrent un chapitre ou une partie entière à cette notion de coût de capital. Le but de l'entreprise, les entreprises ont un grand nombre d'actionnaires qui peuvent être des centaines de milliers. Il est impossible que tous ces actionnaires soient impliqués dans la gestion courante de la firme. Néanmoins, ils peuvent déléguer cela à un nombre limité d'agents, d'où le titre de théorie de l'agence en finance. Ces agents vont gérer l'entreprise au nom de ses propriétaires dans un seul sens, mais comme les agents vont unifier les désirs et intentions divergents des différents actionnaires, la réponse est très simple, puisque le seul objectif commun à toutes les entreprises est la maximisation de la valeur de la firme sur le marché financier. Ce qui compte, c'est la valeur de l'action en bourse. Les actionnaires s'en foutent mal que les gestionnaires soient juifs, musulmans, chrétiens, et les agents ne se préoccupent jamais de la manière les actionnaires vont dépenser la richesse créée par l'augmentation de la valeur de l'action. Qu'ils les dépensent en charité ou en poker à Las Vegas, ce qui importe, c'est que les actionnaires réalisent suffisamment de plus-value pour reconduire le contrat d'agence. Les économistes ont donné à la maximisation de la valeur une importance de premier ordre, mais la maximisation de valeur est une notion parfois floue. Si la valeur à maximiser correspond à la réalisation de profit, de quel profit s'agit-il et pour quel exercice? Un bénéfice élevé au détriment d'un mécontentement de clientèle et un climat social tendu peut ruiner l'entreprise dans le futur. C'est pour cela que si on dit que les gestionnaires doivent maximiser la valeur de l'action, ça ne veut pas dire n'importe comment. Il y a des lois et des règles que les agents, notamment les directeurs financiers, doivent se conformer.
Cependant, les charlatans et les escrocs se cachent parfois dans les marchés en pleine boom. Quand la marée sort, on apprend qui est en train de nager nu. En 2008, la marée est sortie. On a découvert que Bernard Madoff nageait nu. Il a pu construire ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Il avait un fonds d'investissement qui valait 65 billions de dollars américains, mais qui en réalité ne valait rien. Comment? Tout simplement en payant uniquement les profits, environ 10% chaque année. Et si un investisseur veut sortir, Bernie, son surnom, se débrouille pour trouver un nouveau qui paye le montant investi par le sortant. Il a fini dans l'un des pénitenciers les plus gardés des États-Unis, mais les pauvres investisseurs ont perdu tout leur argent. Mais est-ce que l'entreprise doit être gérée au profit des actionnaires uniquement ou bien au profit de tous les ayants droit? Aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette idée est largement impliquée. L'intérêt est surtout porté aux actionnaires. Cependant, dans des pays comme l'Allemagne, les employés peuvent même choisir un ou plusieurs membres du conseil de surveillance de l'entreprise. Dans les pays comme la France et le Japon aussi, la sécurisation du travail vient en premier lieu avant l'intérêt des actionnaires. Mais il y a eu un paradoxe au Japon, bien que le PDG de Toyota ait annoncé que les intérêts sociaux et macroéconomiques viennent en première position avant l'intérêt des actionnaires, la valeur de l'action de Toyota est nettement supérieure à celle de GM et Ford. Alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de conflits entre les deux intérêts. Problème d'agence et gouvernance d'entreprise. La séparation entre les propriétaires et les gestionnaires de la firme est primordiale dans le monde des affaires, mais cette séparation est dangereuse. En effet, les gestionnaires, ayant parfois des salaires et des bonus très élevés, sont préoccupés par la sauvegarde de leurs émoluments plutôt que par la maximisation de la valeur des actions. D'autre part, les agents peuvent dépenser de l'argent pour des achats qui les concernent. Ils peuvent même présenter des états financiers truqués afin de préserver leur poste d'emploi. Avant la crise de 2008, des subprimes, des prêts hypothéqués ont été accordés à des acheteurs de maisons à faible revenu ou à des acheteurs qui ont voulu spéculer en espérant que les prix vont monter. Toutefois, les prix ont chuté. Les ménages à faible revenu et les spéculateurs n'ont pas pu payer des emprunts pour des maisons qui ne valent rien. Mais comment les banques et les compagnies d'hypothèques ont octroyé ces crédits risqués? Toutefois, il faut comprendre qu'ils ont revendu ces crédits à des investisseurs sur le marché financier. Ces titres ont été appelés avec la crise les produits toxiques. Ces produits sont des titres contingents qui dépendent de la valeur d'un autre bien, à savoir les crédits hypothéqués. Eux-mêmes dépendent aussi des prix de l'immobilier. Dès que le prix de l'immobilier, les prix de l'immobilier ont commencé à chuter en 2007, les crédits ne seront plus remboursables et les valeurs de ces produits se sont drastiquement approchées de zéro. Les managers des fonds de placement communs et des grandes banques d'investissement ont bien sûr compris que ces produits sont toxiques, mais ils ont continué à les acheter afin de préserver leur gros bonus de fin d'année. Un diable se cache derrière les décisions des managers qui, au lieu de chercher l'intérêt des actionnaires, ils se focalisent dans la plupart des cas sur leurs intérêts personnels avant que le jeu se dévoile et la marée sort. Il s'agit là d'un problème d'agence. Aux États-Unis, la SEC, l'organisme chargé de la régulation du marché financier, a mis en place des normes de l'établissement et de diffusion des informations financières. La SEC a aussi interdit les transactions financières internes basées sur des informations non divulguées au public sur le marché boursier, tout cela pour éviter les problèmes d'agence. Voilà en théorie financière aussi, comme on a vu dans le coût de capital,
il y a cette notion de théorie de l'agence. L'agence, c'est les agents, c'est les gestionnaires, les managers, ceux qui gèrent l'entreprise au profit des propriétaires. Et ces managers, ces décideurs, en fait, c'est des gens qui ont des bonus énormes, des émoluments, des salaires très importants. Et la première chose qui leur vient à la tête en se réveillant le matin, c'est comment préserver ces bonus, comment préserver leur salaire et comment même les augmenter. Il y a la notion de stock option, c'est-à-dire que les assemblées généraux des grandes entreprises cotées en bourse décident de donner gratuitement aux salariés des stocks options. Et ces options d'achat de l'action de l'entreprise qui sont distribuées gratuitement vont être négociées et vendues sur la bourse de valeur mobilière parce qu'ils permettent d'acheter à une date donnée. C'est des contrats qui permettent d'acheter à une date bien déterminée pour un prix bien déterminé, une action bien déterminée. Et les managers de ces entreprises, ils présentent à la fin de chaque exercice l'information de la comptabilité financière. Ils présentent l'information financière, ils présentent les états financiers de l'entreprise. Et lorsqu'ils présentent les états financiers de l'entreprise, ils jouent parfois, ou même dans la plupart du temps, ils jouent sur les chiffres. Ils présentent des chiffres erronés juste pour donner une image qui n'est pas réelle de la société, une image qui donne parfois l'impression que la société est en bonne santé financière alors que la société est réellement en faillite. Et Enron, la société américaine Enron en est l'exemple. C'est un exemple très connu et très frappant. Il y a des milliers d'exemples sur les marchés boursiers internationaux d'entreprises qui ont donné une information financière erronée sur le marché et qui a donc induit les investisseurs en erreur, qui a à la fin qui ont ruiné leur société sur la bourse. Donc, après avoir vu la notion de gouvernance de la firme, la notion d'agence et comment cette notion de gouvernance de la firme et la théorie d'agence peut même pousser certains décideurs et managers de l'entreprise non propriétaires, même s'ils sont propriétaires, à présenter des informations erronées. Et cette section-là était très importante et c'est un élément très important. Et pour cela, qu'on a présenté avant dans la section, celle d'avant, comment les organismes de législation comptable ont instauré des instituts ou des institutions de normalisation comptable et de standardisation de l'information comptable afin d'éviter de telles fraudes. Dans la 5e section de ce chapitre sur la comptabilité financière et l'information comptable et les états financiers selon les normes IFRS, on va passer au vif du sujet et on va passer à voir les points complexes d'établissement des états financiers en suivant les directives des normes IFRS. Cette section n'est pas destinée
à être lu d'un bout à l'autre, mais à être consulté de temps à autre. Chaque fois que le lecteur rencontre des problèmes d'interprétation, d'analyse ou de traitement d'un élément comptable particulier. Chacun de ces points complexes sera analysé sous ces angles, d'un point de vue économique, afin que le lecteur ait une compréhension approfondie de sa véritable substance, d'un point de vue comptable, pour aider les lecteurs à comprendre le traitement comptable appliqué et comment ce traitement affecte les comptes publiés. Donc, dans cette section, on voit des points, point par point, des points assez fins et assez particuliers relatifs à la comptabilité financière. Et je ne vais pas dire que la lecture ou la compréhension de ces points, est facile. Elle sera un peu délicate et nécessite une compréhension approfondie de la théorie comptable. Et on va traiter ces points dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir.